Il y a un état de conscience modifié qui est très courant, que beaucoup de gens n'appellent pas comme ça. C'est un état de sexualité. Moi, j'ai un témoignage direct de comment un embryon, un fœtus, réagit à une immersion sonore. Et du coup, je décide de rentrer dans le champ d'accouchement à la vitesse cardiaque de l'enfant. La grande conscience, ça serait pour moi quand un être humain ressent et vit la même chose que le cosmos ou la traduction du cosmos qui est à côté de lui. La beauté, pour moi, c'est la 7e technologie pour créer du sacré à l'intérieur de soi. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que moi, je voulais devenir sage. Le savant aussi, et le sage. D'ailleurs, dans une pièce de théâtre au Scout, j'avais obtenu le rôle du savant. J'étais très content. Et j'avais une blouse blanche et je m'étais fabriqué des lunettes en métal forgé, donc rondes comme ça. Et j'avais ce rôle-là et j'étais très content. Ça se passe à Fribourg. C'est là où j'ai grandi. Fribourg, c'est une ville très culturelle en fait. C'est une petite ville très estudiantine, donc il y a beaucoup d'activités musicales, de théâtre et de sport. Du coup, j'ai profité de tout ça. Donc, j'ai fait pas mal de sport, du plongeon très intense, j'ai fait beaucoup de musique, du chant choral. Ça, c'est une grande tradition dans le canton de Fribourg. Tout Fribourgeois chante. Donc, j'ai fait très longtemps du chant choral dans les Marmousins, un chœur d'enfant. Et puis, j'ai fait le conservatoire de musique en piano. Quel est ton métier et quelle est ta formation du coup? Alors, je suis médecin psychiatre et psychothérapeute. Je travaille en cabinet à Lausanne depuis une quinzaine d'années. Donc avant ça, j'ai travaillé à l'hôpital universitaire pendant une dizaine d'années pour la spécialisation. Et puis, en parallèle, j'ai toujours fait de la musique. C'est sûr, pendant les études de médecine, j'avais moins le temps de pratiquer la musique. J'étais éloigné aussi de mon piano. C'est ce qui m'a amené à étudier en autodidacte plein d'autres instruments, les instruments que j'ai appelés nomades, c'est-à-dire plus petits, qu'on peut déplacer avec soi, etc., contrairement au piano. Du coup, plus j'étudiais, plus j'avais un effort mental à fournir, plus j'avais besoin de faire de la musique en parallèle. Donc je suis aussi aujourd'hui musicien, en parallèle de ma pratique de médecin, et je mélange les deux dans certains types de soins que je propose à ma consultation. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le lieu dans lequel on se trouve? Est-ce que c'est un lieu de travail ou un lieu de vie? Alors on se trouve dans la maison Maillardot, enfin dans un des salons de la maison Maillardot, qui est un monument historique du XVIe siècle, un monument historique de classe 1, donc national. Et puis là on se trouve dans un des salons orientaux en fait, qui est à la fois une salle de concert. C'est un salon qui a une acoustique excellente. Il y a du bois, il y a des pierres, et c'est une forme trapézoïdale, ce qui est idéal pour le son, la manière dont il se répartit. J'ai la chance de collaborer avec André Lapère, qui est l'acousticien de l'Auditorium Stravinsky, qui a été surnommé le docteur du son pour avoir refait toute l'acoustique de l'Auditorium Stravinsky. Et il est venu là, et quand il a entendu la qualité acoustique, il a dit c'est un auditorium. Donc je peux presque dire que ce salon est un auditorium. Donc ici, il se passe beaucoup de choses. Je donne des immersions sonores assez régulièrement. Donc c'est une sorte de concert sonore, une musique méditative, une musique de trance aussi, où les gens la plupart du temps sont allongés, ou alors ils peuvent aussi être assis ou danser tranquillement. Et c'est aussi un lieu où je reçois pour du soin, soit du soin sonore, soit des séances de médecine psychédélique, lors de laquelle j'accompagne une partie du voyage avec la musique en direct en fait. Donc par moment, je vais intervenir avec la musique ou le son pour accompagner le voyage ou la transition que le patient est en train de vivre dans ce travail-là. Qu'est-ce que l'Auditorium Stravinsky? Alors l'Auditorium Stravinsky, c'est la grande salle de concert de Montreux, de la ville de Montreux, notamment qui accueille le Montreux Jazz Festival et d'autres concerts, et c'est leur salle principale. Et c'est une salle qui a la particularité d'être polyvalente, ce qui est très difficile en acoustique. Donc elle peut à la fois accueillir de la musique classique, elle peut accueillir du jazz, du rock,
elle peut aussi accueillir des meetings, c'est-à-dire juste parler. Et André Lapère, il a fait une salle modulable pour que la qualité du son dans ces 3 dispositions soit excellente. Est-ce que tu peux faire un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas la médecine psychédélique, déjà nous parler du set and setting, de dire combien la musique est importante pour créer le set, et puis comment toi tu interviens là-dedans en tant que musicien? Alors effectivement, hein, tu parles du set et du setting qui sont 2 paramètres très importants dans la préparation d'une séance. Le setting, c'est tout l'environnement, tout le cadre, et puis le set, c'est la disponibilité, la disposition intérieure de la personne qui souhaite faire ce travail-là, donc en état de conscience modifié. Donc il y a des substances psychotropes qui modifient l'état de conscience, des fois de manière assez forte, des fois de manière assez légère. Et puis, pour faire un travail thérapeutique dans ce cadre-là, c'est très important d'avoir justement le set et le setting qui soient bien calibrés. Donc, le setting, ben, chez moi, ça se passe ici. Il y a les règles de thérapie médicale, etc. Et puis, ben, le set, c'est effectivement comment le patient arrive dans ce travail-là psychique intérieur. Donc il y a des séances en amont pour préparer ça, et effectivement je leur parle du fait que je peux intervenir, notamment avec de la musique. Soit c'est de la musique que je joue moi-même, je joue en direct, soit des fois c'est aussi des morceaux que je passe. Donc ça va dépendre de mon inspiration du moment, ça va dépendre de ce que je vois, de ce que je sens du patient, puis à quel moment il est dans le voyage intérieur. Parce que sous substance, il y a des seuils d'activation. Donc la substance, elle agit sur le cerveau, comme un antidépresseur par exemple, ou comme un antidouleur, sauf qu'elle agit sur des zones de cerveau qui vont perturber l'état de conscience ordinaire, qui va créer un état de conscience modifié, élargi. Et il y a des points de passage, et parfois la musique peut vraiment accompagner ou favoriser certains passages. Et c'est dans ce sens-là que je vais la jouer, par moment. Comment est-ce que tu fais le choix entre de la musique enregistrée et le moment où tu peux toi-même donner la musique, et comment tu adaptes ta musique à ton patient? Alors c'est une bonne question, c'est très difficile de dire exactement ce qui se passe en moi. Quand je ne jouais pas de la musique en direct pour mes patients, mais que je utilisais que de la musique enregistrée, notamment dans des séances de respiration holotropique, parce qu'avant de faire de la médecine psychédélique, j'ai pratiqué une thérapie, un soin, un accompagnement en état de conscience modifié à travers la modification de la respiration. Il y a plusieurs méthodes. Je me suis formé à une qui s'appelle la respiration holotropique. Et là, effectivement, on met une playlist, c'est-à-dire à l'avance, on va créer une suite de morceaux en continu qui dure environ 2 heures. Et puis là, on a une idée de la vague intérieure ou des seuils d'activation. Donc on utilise des musiques pour activer d'une certaine manière la conscience, le corps, les émotions, le voyage intérieur, etc. Donc ça, c'est une science assez bien construite. Et ça, c'est des playlists. Est-ce que pour ceux qui ne connaîtraient pas, tu as parlé de respiration holotropique, décrire un petit peu ce que c'est? Alors c'est une méthode qui vise à modifier l'état de conscience en modifiant de manière assez importante le cycle respiratoire. Donc il y a plusieurs manières de créer des états de transe ou des états de conscience modifiés. Il y en a beaucoup, la méditation, les psychotropes, la musique, la danse, la respiration. Donc quand on modifie la respiration, on peut vivre un état de conscience modifié, et la respiration holotropique, on va proposer aux gens de créer au départ, de faire des boucles d'hyperventilation, d'hyperoxygénation pendant un certain temps, avec une musique assez active pour que tout le corps s'active, il y a une sorte d'énergétisation globale, et avec un mouvement d'hyperventilation. Et puis à un moment donné, il n'y a plus besoin de rien faire parce que la transe arrive et la musique soutient ce voyage, et il y a tout un voyage intérieur qui se déroule, avec parfois des prises de conscience importantes, des effets thérapeutiques, mais pas toujours. C'est aussi de la connaissance de soi, c'est aussi de la connaissance globale de qu'est-ce que c'est la conscience, au sens large. Donc pour connaître ça, il y a la conscience ordinaire, et puis il y a ce qu'on appelle les états de conscience modifiés, les états de conscience extraordinaires, la conscience élargie. On a différents termes pour dire tout ça. Et puis ces techniques permettent d'aller
dans d'autres parts de l'humain qui sont des fois moins connues ou méconnues. Et parfois, il y a des effets thérapeutiques, parfois pas. Tu peux nous expliquer à quel moment tu fais intervenir la musique playlist et à quel moment tu décides, toi, d'intervenir en tant que musicien? Donc, j'utilise soit de la musique enregistrée que je passe aux patients, soit je décide de moi-même jouer en direct, en live, comme on dit, de la musique. Et ce qui me décide de choisir soit la musique enregistrée ou la musique que moi je joue, c'est de l'intuition. Donc j'ai pas un protocole, j'ai pas un processus clair. Et quand le patient arrive pour sa séance, je n'ai pas de plan. Donc je suis à l'écoute. Il faut savoir que dans une séance psychédélique, je vais utiliser la musique, qu'elles sont enregistrées ou jouées qu'à certains moments. Il y a beaucoup de silence. Il y a beaucoup d'états de méditation, d'intériorisation. Il peut y avoir des échanges verbaux à certains moments. On peut communiquer verbalement. On peut aussi communiquer par le toucher. Parfois, une main sur un bras ou sur une épaule. C'est très très riche comme échange. Et puis, une troisième voie de communication, c'est la musique. Donc, de temps en temps, je passe un morceau enregistré qui me vient à l'esprit, où je sais qu'à certains moments, dans le déroulé de la séance, que c'est plutôt ce style qui peut être utile ou un autre style. Il y a des morceaux qu'on met à certains moments, dans des morceaux enregistrés qu'on passe à certains moments et à d'autres moments d'autres. Et puis en parallèle de ça, de temps en temps, je vais jouer de la musique en direct. C'est-à-dire j'ai une impression, j'ai une sensation et je sens que c'est cette musique-là ou cet instrument que je peux jouer en direct pour le patient. Et parfois, les patients me demandent certains morceaux, soit qu'ils me disent « j'aimerais tel instrument, vous pouvez jouer ceci, vous pouvez faire cela », parce qu'ils commencent à, ceux qui viennent à plusieurs séances, ils vont des fois réaliser que la musique, ça peut être une aide, donc ils peuvent formaliser leurs demandes. Ils peuvent aussi me dire « est-ce que vous avez un morceau de cornemuse ?» Je sens que c'est de la cornemuse que je dois entendre. Alors moi, je ne joue pas de cornemuse, alors je cherche dans ma banque de données, dans ma bibliothèque, un morceau de cornemuse. On est forcément influencé par l'état dans lequel se trouve la personne en face de nous. J'imagine qu'il y a un dialogue qui peut s'instaurer entre toi, la musique et le patient. Écoute, ce que je peux te dire, c'est que quand je joue de la musique, ça va moi me placer dans une zone silencieuse, très méditative. Donc la musique me produit un effet direct d'un silence intérieur, mais c'est un silence habité, c'est-à-dire c'est comme si j'ai un calme, un apaisement, c'est comme si j'ai une eau intérieure qui devient très calme. Et dans cet état-là, je peux entendre des musiques, je peux être inspiré, ou je peux aussi sentir les autres êtres humains. Puis évidemment, comme tu dis, l'autre être humain aussi, il a son set intérieur, et puis on s'influence, évidemment, c'est un dialogue, c'est un échange. Donc tout l'art d'adapter la musique à la personne qui est en train de voyager, mais pas seulement sous psychotrope, là on parle de voyage sous substances psychédéliques, mais en fait une immersion sonore qui n'utilise donc pas les substances, qui est donc un concert sonore. Donc les gens viennent, il y a aussi un set et un setting, ils viennent dans une certaine disposition, il y a l'accueil, la manière dont je les invite à rentrer dans cet espace, et ensuite il y a tout un mouvement musical qui va créer des états de conscience modifiés. Et moi j'appelle ça souvent un voyage intérieur. Donc qu'il y ait la substance ou pas, c'est la même chose. Alors une immersion sonore, je vais jouer du début à la fin. J'ai une orchestration avec tous mes instruments de musique qui va créer une sorte de vague. Ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Ça dépend de mon inspiration, ça dépend de l'énergie du groupe et de ce que cette barque dans laquelle qu'on crée ensemble, les auditeurs et moi, quelle énergie est là et dans quelle mer on est. Donc c'est le même principe. En séance psychédélique, je ne crée pas une vague. Je saupoudre. De temps en temps, c'est plutôt comme des incisions à certains moments où on vient accompagner, soutenir, pousser un peu à certains moments. Donc le dialogue, il est un peu différent que dans un concert sonore. Quels sont les instruments dont tu joues et que tu proposes dans tes séances thérapeutiques? Alors, j'ai à disposition le piano, la voix, le chant, l'accordéon, les tambours, les gongs, le mélodica, le handpan, le concertina, les guimbardes, les bols, les diapasons vibratoires,
Je crois que j'ai dit déjà pas mal, hein. Et puis je peux combiner ça aussi, je peux mélanger les textures selon... Parce que la musique, c'est aussi une énergie. Ça va structurer le chant, en fait. Quand on crée une musique, ça va donner un chant. Un chant vibratoire, un chant d'échange, une structuration dans l'espace, un écho psycho-émotionnel chez celui qui reçoit la musique, un écho psycho-émotionnel chez le joueur, chez moi aussi. Et en mélangeant les textures et les styles d'instruments, ça crée vraiment des chants très différents. On sait que les chamans de presque toutes les cultures accompagnent les voyages en transe, sous transe, avec des chants. Est-ce que tu as un pouvoir de modélisation de l'état de conscience où tu peux soutenir la personne pour aller dans une... ou la protéger, au contraire, tel le chaman avec sa voix? Alors moi, j'ai pas les notions de protection dans ma manière de travailler, j'ai la notion de cadre. Peut-être que pour un chaman, c'est ce qu'eux appellent la protection, je ne sais pas exactement. Je peux pas dire que je modélise quelque chose, parce que c'est très intuitif. Mais quand j'utilise la voix, c'est vraiment un instrument, enfin c'est pas un instrument, mais disons, c'est une manière de produire la musique qui est très particulière. Donc c'est vrai, quand j'utilise la voix, c'est un autre chant de chant CHAMP, hein, c'est un autre chant qui s'opère. Alors la différence des chamans, moi je n'utilise pas de paroles. Parce qu'une partie des chants des chamans, pas tous, hein, mais beaucoup, c'est des chants de paroles. Les Icaros, par exemple, c'est les chants dans la tradition d'Amazonie, de l'ayahuasca notamment, en partie, c'est des chants avec des paroles. Donc le chant avec paroles transmet, selon ma sensibilité, une autre énergie que des sons chantés. Donc moi, je fais des sons chantés. Aussi parce que j'ai l'idée que dans certains états, il ne faut pas utiliser la parole parce que la parole, c'est un certain champ du cerveau et c'est une certaine zone de conscience. Du coup, quand on met certains mots, on va faire bouger la conscience dans des zones du langage ou apparentées au langage avec toute une psycho-émotionnalité qui est liée au langage, et à la poésie et à ces choses-là très puissantes. Et le son produit par la voix, sans parole, on est dans une autre zone qui pour moi est des fois importante, voire plus importante, selon ma sensibilité, pour pouvoir soit soutenir le patient, parce que des fois il s'agit de le soit pouvoir le conduire, mais au sens large, c'est-à-dire être là et proposer une autre porte ou un autre espace. Et après, il peut suivre, il peut se laisser entraîner, ou alors il peut choisir aussi une autre direction intérieure. Petit défi à relever ou pas relever, est-ce que tu serais d'accord de faire un son chanté maintenant, la brûle pour point? Bon, j'essaye. Ouais. Je me suis tourné parce que, en fait, je le savais pas. Les instruments ont commencé à vibrer. Du coup, c'est un dialogue qui commence parce que l'instrument, il est vivant. Donc, il va réagir aussi. Et là, j'étais surpris. En plus, je chantais devant et il est derrière et il s'est mis à réagir. Et donc, je me suis adressé à lui pour aussi, parce qu'il m'inspire. Donc, il y a une structuration qui commence entre lui et moi qui était complètement spontanée. Ouais, j'ai remarqué ça, c'était clair à l'oreille. Et en plus, tu as pratiqué le son diphonique, tu avais deux notes en même temps. Oui, Ouais. oui. Est-ce que tu peux parler du son diphonique? Oui. Alors, le chant diphonique, donc c'est l'art d'émettre, en fait, c'est l'art de sélectionner les notes harmoniques de notre timbre de voix. C'est-à-dire, quand je te parle là, en fait, il y a plusieurs sons en même temps, il y a plusieurs notes
de la gamme naturelle, des fréquences naturelles qui se mettent dans ma voix et qui créent mon timbre. Donc là, j'ai un timbre parlé, j'ai un timbre chanté. Et puis, il y a différentes techniques de timbre chanté. Il y a le chant lyrique qui a un timbre très particulier, etc. Et puis, la plupart des chants chantés sur Terre ont un timbre, alors spécifique, mais dont les harmoniques sont dans un ensemble. Et puis, il y a certains endroits sur Terre où ils ont développé une technique où on va sélectionner le son de base, plus on va amplifier une des notes du timbre. Et c'est ce qu'on appelle le son harmonique. Du coup, on va entendre deux sons distincts, voire on peut en émettre trois en même temps, et on peut combiner différentes techniques. Je ne sais pas si tu connais les travaux d'Alexander Lauterwasser, qui est un Allemand, un photographe allemand, qui photographie les vibrations qu'on peut créer sur l'eau. Mais on peut faire avec de la fécule ou des choses comme ça. Et on voit que ça prend des formes différentes. Et il a toute une théorie de l'évolution là-dessus, avec comme quoi, comme un peu les chants morphiques de Rupert Sheldrake, où c'est des chants, CHANP, qui pourraient être des chants acoustiques d'ailleurs, ou électriques selon certains, qui donnent la forme. Qu'est-ce que tu pourrais dire de cette relation entre forme de pensée, forme visible et chant? Déjà, par rapport au chant acoustique, il faut se l'imaginer en 3D. C'est beaucoup plus difficile. De manière plane, on a l'eau, la surface de l'eau qu'on peut observer. J'observe beaucoup le lac pour comprendre les ondes. Alors, c'est des ondes aquatiques. Puis les ondes sonores, c'est la même chose, mais en 3 dimensions. Les ondes aquatiques aussi, hein. Il y en a d'autres en dessous de surface, mais on les voit pas ou on les ressent un peu quand on nage. Donc déjà, pour revenir sur la forme, déjà la forme acoustique, en fait, c'est une forme en 3 dimensions. Donc c'est plus difficile à l'imaginer. Mais ça veut dire, quand je crée, je vais d'abord parler de la forme acoustique, et puis après essayer de faire un lien avec le champ de conscience, et comment ça peut s'entremêler ou dialoguer. Mais déjà, pour revenir sur le son, donc par exemple dans une salle acoustique comme celle-ci, hein, qui est trapézoïdale, en fait, il y a des sons qu'on va créer, il y a des sons plutôt graves ou les basses, les sons médiums, ceux de la voix un peu, du violoncelle, et puis les sons plus aigus du violon ou des flûtes. Donc quand on fait de la musique, il y a un peu ces trois domaines qui vont commencer à circuler dans la pièce. Mais ces sons, entre eux, les basses, elles vont, disons, un petit peu courir sur le sol, les médiums vont un peu courir sur ce tapis de basse, les aigus vont plutôt aller encore un peu en haut, et puis napper les murs, courir, et puis revenir. Donc il faut s'imaginer, quand là je te parle, toi tu m'entends en ligne directe, mais en fait mon son il part, il tape contre le mur, il revient, etc. Et si tu te déplaçais, tu entendrais ma voix un tout petit peu différemment si je change pas ma source sonore. Parce qu'en fait la structuration sonore, elle n'est pas exact partout. Alors l'art de faire un auditorium, c'est que la structuration sonore soit la même quasiment partout. Comme ça, la manière dont joue le musicien, c'est comme ça que l'auditeur va l'entendre. Donc c'est très compliqué le son et ça crée tout un champ. Puis selon où on est dans ce champ-là, par exemple dans mes immersions sonores, je propose aux gens de changer la hauteur de leurs oreilles ou d'écouter le son avec les mains, près des murs, parce que c'est des vibrations. Ils peuvent écouter la musique avec les mains. J'ai des auditeurs qui passent le concert comme ça. Ou alors ils se couchent, et alors ils se lèvent, ils mettent les oreilles là, et ça change l'expérience. Donc c'est là la deuxième chose par rapport aux formes. Donc en fait, dès qu'on fait de la musique, il y a une structuration sonore, elle n'est pas tout le temps, au même temps, la même. Ça dépend des basses, ça dépend de l'émetteur, du musicien, ça dépend de l'auditeur où il se place, et comment est son corps. Tu as parlé de set tout à l'heure, de set and setting. Ça c'est très important en musique. On parle souvent du mindset, hein, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel on est pour vivre une expérience. Puis moi, j'ai rajouté un concept qui m'est très important, c'est le body set. Donc c'est l'état du corps. Souvent, on dit c'est l'état intérieur, c'est l'esprit, mais en fait, c'est l'état du corps. Et quand on parle de vibration de musique, le corps, il est très important parce que c'est le réceptacle du son. C'est pas que les oreilles, on a des récepteurs à la vibration dans tout le corps, qui sont connectés au cervelet notamment, pas que, aussi au cortex et toutes les zones plus récentes. Mais en fait, il y a des connexions directes avec le cervelet, qui est une partie du cerveau très ancienne. Donc en fait, quand on fait de la musique, il y a une vibration
qui va activer le cervelet, qui va activer les zones des émotions, de la même manière que le son plus lyrique, plus construit, plus musical, va aussi influencer par d'autres airs toute la zone des émotions psycho-émotionnelles et des états de conscience. Du coup, pour essayer de donner une idée, pour un petit peu avancer sur ces formes-là, quand on crée du son, suivant déjà comment est le corps, comment est l'état d'esprit, où la personne elle est dans l'ensemble, où est le musicien, où est le set du musicien, ça va déjà créer une foule d'informations. Et évidemment, c'est une rencontre. Donc un auditeur, il peut se déplacer, ou le musicien, tout d'un coup, tout à l'heure tu as vu, tout d'un coup je me suis tourné et j'ai changé l'effet. Et mon chant intérieur change parce que l'instrument a résonné, donc ça m'inspire. Je dois beaucoup l'écouter, parce que là on l'entend un petit peu, hein. Il résonne un tout petit peu. Du coup, moi je suis connecté au son, je suis connecté à l'instrument. Peut-être que ça t'invite aussi à ça. Hein, tu l'as entendu toi, mais moi j'ai aussi, là j'ai mon corps qui a bougé. Donc en fait ça change toute l'expérience. Et plus on fait ça, plus l'expérience change. Donc en fait il y a un dialogue. Là je reste que sur le son, hein. Je sais que tu as cité Rupert Sheldrake, etc., les champs métamorphiques, les énergies, etc. Moi, je reste déjà au niveau acoustique, et parce que c'est beaucoup d'informations. Donc là, on a déjà vu, il se passe beaucoup de choses. Du coup, la personne qui est l'auditeur, l'auditrice, eh ben, elle va avoir des reliefs qui commencent à changer. Et c'est ça, l'accordage qui va se faire dans une immersion sonore. Alors les immersions sonores, elles sont dessinées pour favoriser, pour un peu défocaliser la conscience ordinaire. Donc il y a des manières de faire pour un peu, disons, brouiller les gens. Hein, s'ils vont à un concert, qu'ils écoutent du bar, c'est très connu, ils connaissent peut-être les airs, les mélodies, ils vont avoir beaucoup d'émotions, ils vont aimer ça, et puis ils peuvent chantonner à l'intérieur ou ils attendent la mélodie parce qu'ils la connaissent. C'est une autre expérience de la musique. Donc les immersions sonores, ça va un peu défocaliser, brouiller, enlever la boussole intérieure liée au son, et puis on va dire à la musique un peu connue. Puis au bout d'un moment, la personne, elle va perdre ses références intérieures, du coup elle est plus ouverte à des états de conscience modifiés. En tout cas, dans mon expérience, il y a des lieux qui nous font vivre des choses différentes. Hein, comme s'ils avaient une énergie particulière. Donc oui, il y a une vibration ambiante. Est-ce que c'est des ondes acoustiques basses? Est-ce que c'est une forme d'énergie? Qu'on aurait des récepteurs à certaines ondes dont on n'a pas vraiment conscience? Tout est possible. Mais en tout cas, en tant qu'être humain sentant, sensible, et je pense que beaucoup de gens ont cette expérience, il y a des lieux, on parle des fois de genius loci, le génie du lieu, ou l'esprit du lieu, qui, quand on rentre quelque part, on est déjà inspiré, on est déjà changé, on est déjà dans un autre monde intérieur, et ça peut être très puissant. Donc oui, la conjonction, d'ailleurs, moi j'essaye de donner des immersions sonores seulement dans des lieux qui m'inspirent ou qui ont, selon mes critères, des énergies particulières. Mais quand je dis le mot énergie, en fait je sais pas ce que je dis. La seule chose que je dis, c'est une expérience que moi j'ai en direct quand je vais dans un lieu, et moi ça m'inspire et moi ça m'ouvre. Du coup, quand je crée ensuite une immersion sonore dans ce lieu, moi je suis déjà dans un set très inspiré et inspirant déjà pour moi, et ça va contribuer à la qualité et à l'ensemble. En plus, si d'autres personnes ressentent le lieu comme moi, bah ça va plus vite pour ouvrir le champ. Est-ce que tu as entendu parler des très mal nommées grottes de Barabar En Inde? Oui. Oui. Alors, je vais juste répéter ce que mon ami André Lapère dit, donc l'acousticien de Stravinsky. Lui, il estime sa manière très poétique de le dire, et peut-être aussi très inspirée, et comment lui, il a compris les grottes de Barabar, c'est qu'il y a une telle acoustique qu'on peut même entendre sa pensée. C'est sa vision du ciselage du son. En fait, plus le son, de ce que j'ai retenu avec lui, et puis ça me parle aussi dans mes immersions sonores, plus le son a une certaine précision, ou plus il a une capacité directe d'entrer dans l'autre, et ça c'est peut-être c'est l'art final de l'acoustique, c'est de porter le son pour qu'il rentre dans l'auditeur, dans l'autre, avec une telle force, une telle authenticité, une telle véracité, qu'il y a un écho direct et une rencontre très proche
instantané qui se fait entre celui qui émet le son et celui qui écoute. Ça c'est le grand art du son, c'est vraiment de favoriser l'union et la rencontre à travers la conduction d'un son qui est très ciselé et qui va vraiment rentrer dans l'autre. Et ce que disait André Lapère des Grottes de Barabar, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'avoir un vis-à-vis. Vu l'excellence de l'acoustique, c'est qu'on entend notre propre pensée. C'est sa vision là pour dire l'excellence de l'acoustique. Et moi, comme je viens de le faire, je le traduis un tout petit peu dans ma vision. C'est vraiment... Il y a certains types d'acoustique qui vont porter une authenticité et un état d'être direct à l'autre. Est-ce que tu peux nous parler de ton lien avec l'eau? Alors la première chose qui me vient, c'est que j'ai fait du plongeon à l'adolescence de manière très intensive. Et ça, je crois que ça m'a beaucoup connecté à l'eau et à l'air aussi, et au corps. Donc j'ai fait partie des cadres nationaux suisses, des jeunes espoirs sportifs. Donc, je me suis entraîné vraiment beaucoup. Et puis, en faisant des plongeons à 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, le haut vol, comme on dit, et la densité de l'eau change selon la hauteur. Et puis, pour moi, c'était vraiment comprendre deux fluides. Il y a l'air, dans lequel on fait les figures. Puis après, il y a l'eau dans laquelle on atterrit, et puis on doit rentrer de manière extrêmement hydrodynamique. Et puis, c'est des sensations. Il y a vraiment... D'ailleurs, on entend des fois quand il y a un plongeur qui fait une figure magnifique et qui rentre dans l'eau de manière parfaite, en fait, il y a un son particulier. Ça fait une espèce de... Donc, c'est comme si l'eau absorbait le corps et puis il fait très peu d'éclaboussures. Et parfois, il y a un peu plus d'éclaboussures. Si quand le plongeur rentre, il a les jambes un peu comme ça, ça va un peu chasser l'eau comme ci, comme ça, et puis ça fait des bruits différents, etc. Donc, on reconnaît aussi des entrées dans l'eau, comme on appelle ce moment, parfaite. Il y a aussi le son qui est donné. Et puis, pour le plongeur, il y a une sensation. Il y a une sensation de gobage. Donc, c'est de la sensualité, en fait. Donc, on va sentir l'eau. Alors, ça va très vite, mais on sent tout ça. Donc, le plongeon, ça m'a permis de vraiment vivre cette variation de sensualité de l'air sur le corps. On tourne dans les airs. Alors, ça dure pas longtemps, mais quand même, ça peut durer un plongeon, je sais plus combien de temps, 1-2 secondes, selon la courbe. La première fois que j'ai fait du haut vol à 10 mètres, j'ai eu l'impression de voler. C'était incroyable. Je me suis élancé et c'était beaucoup plus long que les 1 mètre ou les 3 mètres. Du coup, on a toutes ces sensations du corps et de l'air qui frottent et tout d'un coup, on rentre dans l'eau. Donc, mon lien à l'eau, il a été très fort à ce moment-là. J'ai envie de dire sous une forme sensuelle et comprendre les fluides, en fait. Et d'ailleurs, ensuite, je nage un peu. Les grands nageurs aussi, ils ont très bien... C'est impressionnant comment ils sentent toutes les structurations, les différentes couches d'eau et la manière fluidique de mettre un corps en mouvement dans de l'eau. Voilà, ensuite, mon lien à l'eau, j'aime bien les bains, toutes formes de bains, les bains chauds, les bains froids, les bains avec des bulles, les bains en altitude, les bains dans des grottes. Je sais pas, l'eau c'est quelque chose de très apaisant. Pour moi, j'aime particulièrement les lacs, parce que les lacs ont une énergie, pour moi, c'est à la fois le calme et la puissance. Les océans ou la mer, ça bouge toujours, il y a toujours une agitation. Parce qu'en fait, il y a de la houle presque tout le temps. Et puis, il y a aussi du bruit, le ressac, les vagues, etc. Et puis les lacs, parfois, ça peut être complètement silencieux. Et comme une tache d'huile, il n'y a aucun mouvement. Alors peut-être à certains endroits dans des mers, et ça existe aussi, je ne connais pas. Mais en Suisse, on a plus de 2000 lacs. Donc il y a une espèce d'énergie pour moi vraiment calme et apaisante. Donc j'aime aussi beaucoup ça. Je dis de nouveau le mot énergie. C'est difficile de dire ce que c'est. C'est une sensation que j'ai quand je me connecte à cette partie-là de la nature. Ah justement, tu parlais d'eau, de bain et tout ça. Est-ce que tu veux parler des bains sonores, mais aussi des bains d'eau sonores que tu peux pratiquer, pas dans le cadre thérapeutique, mais dans le cadre de l'expérience musicale? Est-ce que tu veux en parler? Alors, à propos des bains sonores ou des immersions sonores, il y a plusieurs appellations, c'est un peu égal. Moi, j'appelle ça plutôt immersion sonore. Mais j'aime bien aussi le mot bain sonore, parce que dans le mot bain, il y a quelque chose de la nappe. Les gens sont nappés, ils sont entourés, ils sont cocoonés par quelque chose. Donc j'aime aussi beaucoup ce mot. Et puis, donc
je fais donc, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il y a les immersions sonores, où les gens sont couchés, ou assis, ou debout, ou la tête à l'envers. À la fin d'une immersion sonore, un jour, j'ouvre les yeux et puis sur un de mes canapés au fond de la salle, j'ai une personne qui est assise dans l'autre sens, c'est-à-dire elle a la tête au sol, le dos sur l'assiette, sur le siège, et puis les jambes sur le dossier. Et je suis un peu surpris, mais ça me plaît parce que moi j'aime bien quand les choses se font de manière spontanée et organique. Et puis elle témoigne, elle dit en fait, j'arrivais pas à rentrer dans l'immersion sonore, j'étais agitée, j'étais anxieuse, j'arrivais pas à rentrer dedans, je sentais bien que j'étais pas dedans. Et puis comme elle s'adresse à moi, elle dit, mais comme au début, tu as tellement dit qu'on était libre avec notre corps, qu'on pouvait le bouger, le mettre comme on voulait, eh ben j'ai senti que je devais mettre la tête en bas et les jambes en haut. Et elle a dit, une fois que je me suis mis dans cette posture, je suis rentré dans le bain, dans l'immersion, et j'ai fait un immense voyage. Mais comme elle a fait ça à la fin, elle m'a dit, par contre, j'ai qu'un regret, c'est que ton concert était trop court pour moi, parce que le temps que j'y étais dedans, le temps qu'il m'a fallu pour entrer dans cet état, bah, c'était gentiment la fin du voyage. Donc ça, c'est les immersions sonores. Et puis, parfois, je propose des bains au carré sonore. Donc, il y a 2 bains en même temps. Les gens se mettent dans une baignoire hors sol. Du coup, elles ont le corps dans un fluide. Donc, là, il y a des effets un peu de pesanteur qui changent, parce qu'il y a la portance de l'eau. Il y a une autre sensibilité, sensorialité qui est donnée, parce que tout d'un coup, il y a une eau chaude, hein, un bain chaud. Il y a une détente. Il y a ce cadre-là d'être dans l'eau, dans une baignoire hors sol. Et puis, dans ce dispositif, je vais faire du bain sonore. Je vais jouer de la musique passablement vibratoire, du coup, pour en fait faire une sorte de double nappage, c'est-à-dire il y a le son aérien qui va rentrer sur l'eau, sur la surface de l'eau par les oreilles, par les parties du corps qui sont émergées, et puis je vais jouer soit directement sur la coque de la baignoire ou sous la baignoire, conduire des sons dans la matière de la baignoire pour transmettre la vibration à l'eau, en fait. Et puis donc ça c'est un autre style de bain sonore, j'appelle ça le bain au carré. Et c'est toujours la même idée, c'est de modifier la sensorialité, de modifier le sensorium de quelqu'un pour qu'il puisse s'intérioriser, changer d'état de conscience. Des fois on dit c'est des états de conscience modifiés, on a l'impression que c'est des grands termes, et puis on a des fois l'image sous LSD, qu'on est complètement perturbé, mais c'est loin de... Les états de conscience modifiés sont très simples. Il y a un état de conscience modifié qui est très courant, que beaucoup de gens n'appellent pas comme ça, c'est un état de sexualité. Quand l'énergie sexuelle arrive dans un champ de conscience d'un être humain, et puis quand il essaye de le transmettre à l'autre pour faire une danse sexuelle avec son partenaire, sa partenaire, en fait, il est dans mon langage à moi déjà en transe. Sauf que dans notre culture, on n'appelle pas ça une transe. On dit juste qu'on est excité ou qu'on a de l'énergie sexuelle et qu'on a envie de partager ça avec quelqu'un, ou etc. Mais en fait, c'est une transe. Parce que dans ce moment-là, on va se comporter, on va penser, on va avoir des idées, on va avoir une régulation psycho-émotionnelle qui est inhabituelle par rapport à la conscience ordinaire, mais qui est quand même assez bien connue, et du coup, on n'appelle pas ça transe. Mais en fait, pour moi, c'est déjà une transe. Donc, il y a plein de transes simples qu'on vit régulièrement avant de penser à des grands états de conscience modifiés avec des connexions cosmiques ou que sais-je, ou avec des plans subtils. Voilà, donc dans la double baignoire, il y a déjà cette sensorialité, le cadre, l'accueil, qui crée déjà un état intérieur, et puis plus toutes ces vibrations qui viennent un peu par en haut et par en bas. Est-ce que tu veux nous parler d'une expérience que tu avais eue, accompagnement à la naissance que tu as fait en milieu hospitalier, avec des instruments? Oui, avec plaisir. C'est une très très belle expérience. Donc, j'ai été invité par une femme enceinte que je ne connaissais pas à accompagner son accouchement, la naissance de son enfant, en milieu hospitalier. Donc, pour que cela arrive, je vais raconter comment ça s'est construit, parce que c'est très beau. Donc, cette femme enceinte est venue à une immersion sonore. Voilà. On s'était vu une fois
à travers un musicien qu'on connaît les deux, et puis elle a compris que j'étais musicien, elle a vu mon site, elle s'est inscrite. Elle est enceinte, disons, à 6 mois. Et puis, elle vit l'immersion sonore. Et puis souvent, à la fin de mes immersions sonores, les gens spontanément témoignent de ce qu'ils ont vécu, où ils en sont. Très simple. Et puis, son témoignage a été vraiment très puissant. En fait, elle a fait un double témoignage. Elle a à la fois raconté son expérience de comment le voyage intérieur avait été à travers tous ces sons, puis elle a raconté ce qu'elle a senti de son bébé. Elle a dit, mais lui aussi, il a vécu quelque chose. Notamment, il a réagi très fort à ton didgeridoo. Moi, j'ai réagi très fort à ton accordéon. Donc tout d'un coup, moi, je découvre qu'à travers la sensibilité de cette femme, elle me raconte 2 expériences et que selon ce qu'elle a senti et la connexion qu'elle a avec son bébé, elle a décrit ce que lui avait vécu, de ce qu'elle a perçu, d'un voyage, de sa sensibilité au son. Donc moi, j'ai un témoignage direct de comment un embryon, un fœtus, réagit à une immersion sonore. C'était merveilleux quand elle a témoigné de ça. Il y avait un silence dans la salle. C'était un moment, mais d'une grande beauté. Et voilà, j'étais très touché. Et puis à la fin de l'immersion sonore, elle vient vers moi, elle me dit, eh ben, j'aimerais que tu viennes jouer à mon accouchement. Puis moi, je l'ai regardée, j'ai dit, est-ce que tu accouches en maison de naissance? Elle me dit non. Je dis, bah, écoute, ça va être plus dur, mais si tu obtiens l'autorisation des sages-femmes, de l'équipe et de l'obstétricien, de l'équipe obstétricienne, ben moi, je suis d'accord. Elle a négocié ça dans un hôpital public. Et les 2 équipes ont été d'accord. Et l'obstétricien en chef lui a dit, il y a une seule restriction, c'est qu'il ne doit pas jouer de la guitare électrique. je trouvais tendre comme restriction, parce que ça sous-entend il ne faut pas déranger les autres salles d'accouchement parce qu'elles sont côte à côte. Donc évidemment, c'est une remarque très, très judicieuse. Il faut pas, si on crée un cocon, il ne faut pas empiéter sur le cocon des autres. Et du coup, j'ai été de garde musicale pendant quelques semaines, c'est-à-dire, ben, j'attendais l'appel, comme un obstétricien, une sage-femme, et que ben, dès que j'avais l'appel, ça veut dire elle est en salle d'accouchement, donc je me rends là-bas pour l'accompagner. Et je sais plus, j'ai été de garde musicale pendant 3-4 semaines, donc ça me rappelait d'être de garde médicale, hein, donc j'ai été de garde, et je suis toujours de garde de temps en temps, sauf que j'ai beaucoup aimé être de garde musicale, donc j'ai empaqueté mes instruments, donc j'en ai pas mal d'instruments, donc ça faisait 2 compactages comme ça, et puis ils étaient près de l'entrée, et ma voiture je la parquais près de ma maison, et du coup j'attendais l'appel. Et un jour, l'appel tombe, un dimanche. Du coup, j'étais disponible. Et elle me dit, je suis en salle d'accouchement et je suis en travail. Et 30 minutes après, je suis devant la salle d'accouchement. Mais quand moi, je suis arrivé à l'hôpital, moi, il faut imaginer, j'ai des tambours de 1 mètre de diamètre, un accordéon, un didgeridoo, c'est un grand tuyau, tout ça dans des sacs noirs, et puis j'en porte plusieurs en même temps, donc j'arrive à l'hôpital comme un troubadour moderne, mais avec un immense tambour. Ça fait un peu chaman quand même. Du coup, j'avais un petit peu peur d'être refoulé en fait. Je savais pas jusqu'où, aux admissions et aux endroits où je devais passer, s'ils allaient m'accepter. Et puis, finalement, j'arrive à l'entrée du service d'obstétrique et il n'y a personne au comptoir d'accueil. Et ça, je me dis, c'est un signe. Et donc, je me faufile, je connais pas l'hôpital, hein. Donc, je me faufile et puis je savais juste salle d'accouchement numéro 5. Donc, je trouve les indicateurs, je trouve les salles d'accouchement, un grand couloir et je me mets devant la salle d'accouchement numéro 5. Moi, je suis vraiment harnaché lourdement, hein. J'ai mes instruments, je suis comme ça. Et la porte, elle est juste entrouverte. Et là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est il faut que je sois sûr que ce soit la bonne personne, que je me trompe pas de salle d'accouchement. C'est pas rentrer avec harnaché comme je suis dans une fausse, dans la mauvaise salle d'accouchement, je pense pas que c'est très bien. Donc là, j'ai vraiment mon cerveau, ma conscience qui me dit il faut être sûr que c'est le bon endroit. Et du coup, là, ce que je fais, en fait, à travers la porte entrouverte, j'entends le son, parce qu'elle émet des sons. Et du coup, j'écoute le son. Et pour moi, c'est fabuleux qu'on me demande de venir jouer de la musique, faire du son, et puis qu'en fait, elle est déjà dans son son à elle. Donc moi, j'écoute. Et je me connecte à cet espace-là qu'elle crée, le chant. Elle crée un chant, en fait.
Et puis, je décide de rentrer et je rentre. Elle ne me voit pas tout de suite parce qu'elle est de dos. Il y a 2 personnes, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas si je suis annoncé, je ne sais rien. Je pose tous mes instruments, j'attends, je ne bouge pas, et à un moment donné, elle me regarde, elle me voit, elle me dit « c'est bien que tu es là, c'est bien que tu sois là ». Et là, je sais que je suis autorisé à jouer, parce que jusque-là, je ne savais pas si j'allais jouer, parce que j'avais vraiment besoin de sentir, est-ce que c'est adapté que je joue? Elle avait le désir que je joue en conscience ordinaire, je reviens, mais en conscience non ordinaire, en conscience d'accouchement, qui est une autre conscience, qui est très puissante, je ne sais pas. Donc j'ai absolument besoin de son signal. Elle me donne le signal, je repars chercher le reste des instruments, parce que j'ai 2 fois tous ces bagages-là. Je rentre dans l'hôpital le plus discrètement possible, et là j'ai une infirmière qui me hèle dans les couloirs, elle dit « Monsieur, monsieur », et moi je fuis parce que j'ai l'impression qu'elle va m'arrêter ou elle va me questionner. Puis moi je suis pressé de retourner dans la salle d'accouchement pour installer mes instruments et jouer. Puis en fait, moi je la fuis un peu, mais elle me colle, puis en fait elle me dit « Monsieur, est-ce que je peux vous aider ?» Et là, j'ai l'idée que non, puisque je porte tous mes instruments et j'ai l'habitude. Et en fait, je me dis, mais je vais profiter de cette gentillesse. Donc, je lui donne quelques instruments. Et ce qui crée que je suis officiellement admis dans l'hôpital, puisque je traverse tout l'hôpital avec une infirmière qui porte mes instruments et moi. Et à ce moment-là, je rentre un petit peu, entre guillemets, triomphalement. Cette fois, j'ai plus peur. Donc, je suis vraiment autorisé. Donc là, je rentre pour une 2e fois dans la salle d'accouchement. Voilà. Et j'installe mes instruments. Et puis elle est en travail, etc. Et puis du coup, donc moi je sais les instruments que le bébé a bien aimés, selon ce que la mère m'a dit à l'immersion sonore, et je sais les instruments que la mère a bien aimés. Moi je les ai pris. Et donc j'ai une question de savoir, est-ce que je joue pour la mère, ou est-ce que je joue pour l'enfant, ou est-ce que je joue pour l'ensemble? Je ne sais pas. Et puis, donc j'écoute, je sens, et puis là, la mère, elle a un petit appareil qui mesure la fréquence cardiaque du bébé, en fait. Et puis je vois au loin l'écran, puis on entend un mini bip très discret, puis je vois les battements très rapides. Un cœur de bébé, ça bat très rapide, vraiment. D'ailleurs, c'est des fréquences, je sais pas, 160, 180, qui sont en général les fréquences de transe des tambours. Quand on fait du tambour chamanique de transe, en général, on va battre dans ces fréquences-là. Il y a une espèce de... On bat à une certaine vitesse, presque tous. Puis on est dans des échelles assez proches. Puis moi, je me dis, incroyable, c'est la fréquence du tambour que moi je joue, en fait. Et du coup, je décide de rentrer dans le champ d'accouchement à la vitesse cardiaque de l'enfant. Et donc, je sors mon immense tambour, je me mets à côté, et je commence à battre le rythme. Et c'est comme ça que je rentre dans l'univers de l'accouchement. Et ensuite, il y a plusieurs paysages. Et à un moment donné, je chante aussi. Enfin, il y a plusieurs paysages. Il y a un autre moment, il y a 2 autres moments qui sont très beaux pour moi. Une fois que le bébé est né, donc la mère tient le bébé sur elle, et puis moi je suis à côté, et puis je chante une mélopée. Avec un petit instrument d'accompagnement qui produit, voilà, très simple, un petit univers sonore. Et puis là, il y a les pédiatres qui arrivent, parce qu'ils vont faire l'évaluation de l'enfant. Et puis en fait, il y a une telle connexion entre la mère, l'enfant et moi à ce moment-là, que je sens quand les pédiatres arrivent, en fait, ils se retirent sur le côté. Et pour moi, c'est magnifique. Ils savent pas que je suis médecin, ils savent pas que j'ai travaillé en salle d'accouchement, je suis vraiment incognito. Et moi, je sens que mes collègues sentent que c'est un moment précieux et qu'ils peuvent attendre un moment. Et donc, ils écoutent. Et ils sont avec nous dans cette bulle. Et évidemment, au bout d'un moment, ils doivent faire leur travail. Du coup, je vois qu'ils bougent un peu et donc je me retire et je laisse le champ, ils font leur examen, etc. Et puis, il y a un autre moment que j'ai trouvé très instructif et très important. À un moment donné, une des sages-femmes me dit, elle pointe un de mes instruments que je n'ai pas joué, qui est un handpan, un hang. Puis elle me dit, me regarde, puis elle me dit, c'est un hang. Puis je dis oui. Puis elle me dit, mais moi j'aurais bien aimé l'entendre. Et en fait, quand elle me dit ça, je réalise qu'il faut aussi jouer pour l'équipe, pas que pour la maman et le bébé. Donc j'ai appris quelque chose, si ça m'est redonné de garde musicale pour un accouchement, c'est qu'en fait, on joue pour tout le setting. Parce que la sage-femme, elle est très importante pour l'accouchement. Donc en fait, moi je me suis dit, une prochaine fois, je dois aussi englober cet être humain qui est dans le champ.
et qui est très important. Donc c'était magnifique cette remarque de cette sage-femme. Quelle est ta vision de la conscience? Pour moi, c'est une question très difficile. Parce que dans le mot conscience, il y a la conscience qu'un être humain peut percevoir, enfin, depuis l'intérieur de la conscience, comment il perçoit sa conscience de lui-même. Et puis il y a aussi la conscience du monde ou de l'univers. Donc j'entends, en tout cas, ta question me fait penser à ces deux champs. Je commence à répondre de manière vaste, et puis après peut-être à travers mon expérience d'humain qui écoute beaucoup les autres êtres humains. En fait, une particularité de mon métier, c'est que j'ai le droit de poser toutes les questions qui me viennent à l'esprit, et quasiment tout le temps, l'autre être humain en face de moi, il répond de manière authentique et profonde. Donc c'est vraiment un creuset, l'écoute, le soin psychiatrique, psychologique, l'accompagnement, la relation thérapeutique, c'est vraiment un lieu particulier. Donc je vais répondre à partir de là, c'est-à-dire à partir de cette place, cette posture, où mon métier m'offre la chance de pouvoir poser n'importe quelle question, et l'autre personne va me répondre de manière authentique. Il y a un autre métier où on peut poser n'importe quelle autre question, mais où les réponses sont pas toujours aussi authentiques, c'est la police. Donc j'ai la chance d'être juste de l'autre côté du miroir, moi, et j'ai des réponses. Donc ça veut dire que j'ai un relief d'entendre l'humanité, parce que j'ai tellement de gens qui m'ont témoigné de leur humanité, ça me donne une vision assez large de l'humanité, en fait. C'est très large, c'est un métier qui ouvre énormément. Donc du coup, ça me donne une idée de ce que c'est la psychologie, le psychisme, la conscience, en tout cas traduite dans la sphère humaine. Donc ça, je vais donner quelques éléments. Et puis je vais juste donner un point de vue peut-être plus philosophique sur la grande conscience. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, moi, il y a deux mots qui me viennent quand je pense à la grande conscience, c'est intelligence et chaos. Si je devais dire s'il y a des principes qui traversent toutes les structures que moi je suis capable de sentir et de comprendre à travers ma nature humaine, il y a à la fois de l'intelligence, de la structuration dedans, puis à la fois du chaos, de la destruction. Donc ça se monte, ça se démonte. Et j'ai l'impression de ce que je suis capable de voir et de comprendre, de tout le vivant sur Terre et ce que j'arrive à comprendre du cosmos, des étoiles, c'est tout le temps la même chose. Donc, dans la grande conscience, il y a une intelligence et du chaos. C'est comme ça que je ressens et que je vois les choses. Après, traduit à l'échelle de l'être humain, alors évidemment qu'on a une grande intelligence. Le corps, c'est ultra intelligent. Mais il n'y a pas que le corps, le psychisme. Mais le psychisme, il est l'esprit, ou la psychologie, ou le psychisme. On a plein de mots, le mind en anglais. C'est plus difficile à décrire. Mais il y a aussi une immense intelligence. Donc dans cette forme qui est moi, il y a une grande intelligence. Mais il y a aussi du chaos. Donc il y a des ratés, il y a des choses qui se détruisent, il y a des maladies, il y a des souffrances, que sais-je, chez tout le monde. Donc il y a les mêmes principes. Et puis il y a la conscience qu'on a de nous-mêmes et la conscience qu'on a de ce qui nous entoure. Donc moi, à l'échelle de ma compréhension, la grande conscience, ça serait pour moi quand un être humain ressent et vit la même chose que le cosmos ou la traduction du cosmos qui est à côté de lui. Une espèce de relation et de connexion où il n'y a plus de différence. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours différent. Un caillou, un arbre, un animal, un autre être humain. Mais il y a quelque chose dans la conscience qui a, dans mon expérience et dans ma société, qui permet qu'on peut être ensemble, quelle que soit notre nature. Et ça serait pour moi la grande conscience. Donc la chose que je peux dire, c'est que c'est une expérience qu'on peut éventuellement avoir. Voilà, donc j'ai plutôt une vision globale que plutôt processuelle ou sériée avec des couches, etc. Bien sûr qu'il y a des couches. Tout à l'heure, quand j'ai parlé pour l'être humain des états de conscience modifiés, d'ailleurs certains animaux l'ont sûrement,
etc. C'est toujours dur de savoir ce que les autres espèces vivent, parce qu'on a tendance à un peu à les humaniser trop. Non, quand on observe les animaux, si on les humanise trop, en fait, on va les rendre trop humains à nos yeux, alors qu'ils fonctionnent différemment. Mais si j'en reviens aux états de conscience modifiés, oui, il y a des champs de conscience dans l'être humain qui sont très différents, qui nous donnent toute une structuration. À l'époque, on parlait de l'inconscient en sciences psychologiques ou en psychothérapie. Maintenant, on en parle un petit peu moins. On utilise plus le mot conscience que inconscient, en fait. Comme si l'inconscient, c'était une partie de la conscience, au final. Donc ce mot conscience, il peut à la fois désigner une certaine partie, l'ensemble d'un être humain, le tout avec le cosmos, ou alors la partie dont on a conscience, c'est-à-dire avec laquelle consciemment, c'est-à-dire avec un jeu qui peut après verbaliser et transmettre à l'autre un espace de soi. Donc c'est vraiment compliqué. Mais en tout cas, oui, le psychisme, l'esprit humain, il est structuré de manière différente. Tu as l'air de l'inclure dans ton discours que tu parles de ça, mais du coup, pour toi, il y a une conscience de la nature, une conscience du cosmos, il y a une intelligence dans la nature. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une finalité, peut-être un but, sans aller jusqu'au but? Est-ce qu'il y a une téléologie, un endroit vers où aller de la nature? J'ai pas la sensation que c'est organisé vers un but. Si ce n'est le renouvellement. Il y a des choses qui passent, qui se détruisent et qui se reconstruisent et qui passent sous d'autres formes. J'arrive pas à sentir ou à me dire qu'il y a un but précis. C'est comme si ces deux principes, ce que j'ai appelé l'intelligence et le chaos, en fait discutent tout le temps ensemble. Et ça donne des formes vivantes qui émergent un certain temps, qui redisparaissent, etc. Mais je vois pas une organisation vers un point. J'arrive pas à sentir. Quelle serait pour toi la nature de la réalité? En fait, dans les sciences mystiques, il y a un peu deux courants. Il y a le courant, on va dire, non-duel, et il y a le courant duel. Le courant duel, c'est des mystiques qui disent tout ce qu'on vit, ce n'est jamais la réalité. Il y a toujours une traduction de ce qui est vécu à travers nos sens, à travers notre interprétation, à travers notre système qui nous donne une représentation du monde. Donc ça, c'est une vision duelle du monde, c'est-à-dire il y a une réalité et cette réalité-là, on l'a jamais à l'intérieur puisqu'on n'arrête pas de traduire le monde et ce qu'on vit du monde n'est pas exactement l'ultime réalité. Puis il y a un autre courant mystique qui est moins répandu, qui est plus petit en termes de déploiement, c'est les courants non duels. Donc ces mystiques-là disent, effectivement, on traduit beaucoup, la réalité n'est pas celle qu'on vit ou qu'on se représente ou qu'on subit à l'intérieur de soi. Et ce qu'ils rajoutent, ces mystiques-là, eux, ils disent, en fait, il y a une expérience qui est possible où en fait, la réalité, l'ultime réalité du cosmos, de la nature, est à l'intérieur. Et cette expérience d'unité, pour ces mystiques-là, qui disent l'avoir vécu, et ils ont des techniques pour y arriver, après c'est toutes les pratiques mystiques, ou psychospirituelles, ou religieuses, ou méditatives, tout ce qu'on veut, eux ils disent, ben oui, c'est possible, parce qu'on peut y arriver par l'expérience. Selon telle ou telle pratique, ou spontanément aussi, c'est pas toujours la pratique, hein. Voilà. Donc, et dans cette vision-là des mystiques, j'ai une tendance à être non dualiste, à penser que c'est possible de vivre, de ressentir une union totale avec l'univers, le cosmos, ou un autre être humain dans lequel il y a complètement le cosmos aussi. Ça peut aussi passer par la relation duel, interpersonnel avec un autre être humain, ou autre. J'ai plutôt cette sensation-là. Ça voudrait dire, c'est comme si à un moment donné, il y a tellement de silence de tous nos récepteurs, et de tout ce centre qui organise notre réalité, notre lien au monde, c'est comme si à un moment donné, il y a un tel silence de tout ce transducteur, que quand il est complètement silencé et éteint, alors on est l'autre. Complètement. C'est comme si l'autre est à l'intérieur et vice-versa.
moi j'ai cette sensation que ça c'est possible. C'est furtif. Mais quel est le rôle des psychédéliques? Est-ce qu'ils sont fondateurs des civilisations? Est-ce que certains le disent, hein, ils ont offert des insights pour permettre à l'évolution humaine? Est-ce que c'est des aides pour la compréhension spirituelle? Est-ce que c'est plutôt à prendre comme des médicaments? Moi je dirais que tout est possible avec l'usage des psychédéliques, c'est-à-dire ça, il peut y avoir une valence thérapeutique, il peut y avoir une valence spirituelle, il peut y avoir une valence artistique, il peut y avoir... euh, euh, je pense qu'il y a de tout dans ces champs d'expérimentation, dans ces champs de conscience que les substances donnent. C'est très complexe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit un usage dans le monde occidental uniquement thérapeutique. On fait des études pour montrer que ça a des avantages thérapeutiques, et si ça en a, certains pays vont commencer à les autoriser de certaines manières. C'est encore très 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 restreint. Effectivement, en Suisse, on a un projet pilote exceptionnel. À ce propos, c'est qu'un projet pilote. Et c'est aussi lié à la vision que les civilisations ont. Donc les psychédéliques peuvent servir à conduire une communauté, à guérir, à communiquer avec les défunts, ou à communiquer avec d'autres mondes, peut-être communiquer avec la nature, avoir des insights. Donc moi j'ai l'impression que ça dépend un peu comment on formalise les choses. Si les psychédéliques étaient thérapeutiques, en soi, tous les gens du monde de la nuit qui utilisent des substances psychédéliques, notamment avec la danse, qui peut être un mélange incroyable, la danse et certains états de transe liés à des psychédéliques ou pas, hein. Mais ça voudrait dire que tous ces gens-là qui consomment de manière récréative, comme on dit, ces substances, ils iraient mieux. Et je crois pas qu'ils vont mieux que la population générale. Donc ce n'est pas thérapeutique en soi. Ce n'est pas non plus spirituel, ou ça va pas nous connecter à un Dieu, ou ça va pas nous rendre plus spirituels aussi. Sinon, tous les gens qui prennent des psychédéliques, ils auraient une sorte de conscience de la nature, une conscience écologique, une empathie. Ils feraient des métiers dans ces ordres-là, et je pense pas du tout. Donc je pense que c'est comment dire, c'est comme un puzzle. Des fois, c'est ça qui s'active, et puis il y a peut-être des cultures ou des champs de conscience où ils font ça. Effectivement, hein, il y a depuis des dizaines de milliers d'années, en tout cas, ou en tout cas des milliers d'années qu'on utilise certaines substances psychotropes. Je peux penser à l'ayahuasca, par exemple. Mais il y a peut-être aussi différentes époques. Aujourd'hui, ils l'utilisent de certaines manières, et il y a beaucoup de breuvages, hein, c'est un breuvage, l'ayahuasca. Je sais pas, il y a autant de breuvages que de types de Suisse allemand en Suisse. Il faut se rendre compte de ça, c'est culturel, c'est par branche de l'Amazonie où il y a un type de breuvage, ils mettent un peu de ça, ils mettent un peu de ça, ils mettent un peu de ça, et l'autre il mettra pas ça. Certains disent que l'humain, ou les êtres vivants en général, sont la volonté exploratoire de l'univers, de s'explorer lui-même. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors moi j'ai beaucoup de difficultés quand on prête des notions humaines aux autres espèces ou à l'univers. Je trouve que c'est compliqué de mettre des pensées humaines sur des intentions d'autres vivants ou d'autres vibrations qui n'ont pas notre structuration de conscience humaine. Donc moi je suis très... je trouve que c'est difficile de saisir ce que voudrait l'univers ou la nature. Peut-être qu'on saisit ça seulement dans un silence qui ne produit rien, si ce n'est de la présence, éventuellement une traduction artistique, philosophique ou poétique. Au-delà de ça, j'ai l'impression qu'on commence à traduire. Parce que la poésie, l'art, ça permet de permettre à l'autre être humain qui est sensible à cet art-là de peut-être vivre l'expérience que l'artiste a vécue ou le mystique en connexion avec la nature, où c'est assez silencieux dans le fond. Donc ça permet de se rejoindre dans le silence. Maintenant, de structurer le cosmos avec des intentions, je trouve que c'est un peu faire de l'humanoïde sur le cosmos. Je peux rajouter, c'est un petit peu
centré sur l'être humain. Donc je trouve qu'on doit faire attention de ne pas se centrer. Puis comme on a un mode de pensée puissant, qu'on essaye d'extrapoler sur les animaux, le cosmos, les étoiles, que sais-je, donc dès qu'il y a un mouvement d'anthropocentrisme, je pense qu'il faut faire très attention. C'est pas très bon signe. C'est pas possible que l'univers fonctionne comme les êtres humains. En termes de pensée et de recherche de sens. En termes de biologie, de vibration, d'atomes, d'intelligence et de chaos, comme j'ai dit, bien sûr. On est fait de la même matière que le cosmos et des mêmes lois. Mais en termes de quand on structure avec la pensée, l'imaginaire, des croyances, des interprétations, des recherches de sens, ça c'est très humain, je pense. Alors une chose qui est importante pour moi par rapport à ce qu'on a dit sur les états de conscience modifiés, les trans, il y a un petit peu comme ça, on peut répertorier un petit peu les technologies du sacré, ou en fait quels sont les moyens de provoquer des états de conscience modifiés, on va dire assez importants, assez différents de la conscience ordinaire et de la culture dans laquelle on est pour dire c'est un état de conscience modifié. Tout à l'heure j'ai parlé des états de conscience ou des trans sous énergie sexuelle, hein, donc ça c'est déjà à mes yeux un état de transe. Et puis dans les technologies, donc les moyens de provoquer les états de conscience modifiés, j'aimerais rajouter quelque chose. En général, on peut considérer qu'il y a en gros 6 technologies on peut classer les moyens usuels quand on regarde les religions, les civilisations, les mystiques, les thérapeutes, etc. On regarde ce qu'ils font pour provoquer des états de conscience modifiés. Ça tombe toujours dans 6 domaines. Le premier domaine, on en a parlé déjà de plusieurs, mais je vais les reciter. Il y a les substances psychotropes, il y a la méditation, il y a la danse, il y a la musique, il y a l'hyperstimulation sensorielle, par exemple des cérémonies où on se flagelle, ça c'est de l'hyperstimulation. Et puis il y a aussi les techniques d'hypostimulation, le jeûne par exemple, ou d'autres techniques où être dans le noir complet pendant des jours, on diminue les stimulations. Donc ça, des fois on peut appeler ça les 6 technologies du sacré. Et puis la plupart du temps, quand on observe les différentes cultures, on va pouvoir qui pratiquent les états de conscience modifiés, on va reconnaître une de ces techniques, puis des fois c'est combiné. Et puis une chose qui est très importante pour moi de rajouter, un peu comme les 7 merveilles du monde, je rajoute une 7e technologie des états de conscience modifiés, du sacré, qui est très importante à mes yeux. C'est un moyen spontané lié à la beauté. Il y a certaines formes qu'on appelle beauté, on n'a pas tous la même sensation autour de la beauté, mais peu importe. Il y a des ensembles qui vont créer un sentiment de beauté à l'intérieur de la personne. Ça peut être visuel, ça peut être contextuel, la musique notamment, et plein de choses. Et du coup, la beauté, pour moi, c'est la 7e technologie pour créer du sacré à l'intérieur de soi. Et la beauté, c'est assez simple. Ça peut être très spontané, et ça se décline dans beaucoup de domaines. On mettra sous la vidéo les moyens de te joindre, ton site internet et tout ça. Quelles sont les choses que tu peux proposer? Alors dans mes propositions de pouvoir vivre la beauté, la musique, le son, une expérience un petit peu que des fois j'appelle un peu à côté de soi, hein, un peu de l'autre côté de soi ou à côté de soi, c'est-à-dire avec une forme de transe mais qui peut être très légère. Il y a les immersions sonores, hein, donc c'est une sorte de concert sonore où je mélange les textures de plusieurs instruments, et puis je crée aussi, il y a des sons ou des manières de jouer qui défocalisent un petit peu l'attention et la conscience de soi. Ça permet de faire un voyage intérieur. Donc ça et je propose ça chez moi à la maison Maillardeau, à Grandvaux près de Lausanne. Autrement, parfois je repère des lieux qui me parlent. Et ensuite, je demande dans ces lieux si je peux créer une immersion sonore. J'ai par exemple fait une immersion sonore vraiment très belle, très poétique et très puissante sur le plus grand lac souterrain d'Europe, qui est en Valais, en Suisse, c'est le lac Saint-Léonard.
Hein. Donc moi, je jouais sur une barque au centre de cette grotte immense, qui est donc, il y a un lac, et puis tout le public était sur des barques. Donc il y a une acoustique qui est très bonne, et l'acoustique est très importante pour vraiment transmettre l'expérience directe, hein, du son et puis de la vibration du son. Donc ça, c'est un lieu magique pour faire ce genre d'expérience. Il faut savoir que l'eau conduit le son de manière différente que l'air. Donc il y avait une espèce de conjonction comme dans une basilique sonore, avec pas trop d'écho, parce qu'un des enjeux des grottes, c'est les échos. Donc voilà, je joue dans des lieux, j'ai le projet de jouer dans une grotte prochainement, pas avec un lac, mais en fait un boyau, une anfractuosité. Donc ça se prépare. Voilà, donc je joue dans des lieux qui m'inspirent, en plus de jouer chez moi. L'autre chose que je propose aussi, c'est une expérience immersive double. Je vais combiner l'usage d'une lumière blanche pulsée à une vibration sonore. Donc en fait, il y a des lampes qui s'appellent des lampes hypnagogiques, ou des lampes psychédéliques, ou des lampes magiques, ou des lampes hypnotiques. Elles ont différents noms. Elles ont toutes le même principe. Elles vont créer une lumière stroboscopique qui va en flasher le visage de la personne, yeux fermés, et puis en fait, on a des récepteurs à la lumière à travers les paupières, dans les yeux, et puis du coup, selon la fréquence de la lumière pulsée, en fait, ça va modifier les ondes cérébrales, et puis on peut favoriser des états de relaxation ou des états hypnagogiques. L'état hypnagogique, c'est des états entre la veille et le sommeil. C'est entre deux. Donc, ça favorise des états entre deux, d'où le terme de lampe hypnagogique. Donc en fait, la lampe, elle va créer ces états intermédiaires, des états de conscience modifiés. Et ce que moi je fais, comme un peu un musicien d'un film muet, hein, il y a le film, donc il y a la lumière blanche pulsée qui tombe sur le visage des gens, et moi je vais jouer de la musique par-dessus. Un peu comme je disais, le musicien des films muets, il voit le film et il joue, il interprète. Donc moi, je reçois aussi la lumière, pas direct parce que je suis un peu plus éloigné, et du coup, je crée un bain sonore par-dessus, et la conjonction de la vibration sonore du bain sonore et de cette lampe qui crée une transe, une forme de transe, en fait, ça se conjugue de manière assez puissante pour vraiment favoriser des états de conscience modifiés assez importants. Mais ça peut être un état de relaxation extrêmement profond. Je précise ça parce que des fois, quand on dit état de conscience modifié, profond ou puissant, on imagine des choses, on imagine des fois des choses incroyables ou colorées ou des choses impossibles à raconter tellement c'est grand. Mais un grand silence et un calme total, c'est un grand état de conscience modifié. Puis la particularité de cette lampe et du son et du bain sonore qui est fait en même temps, c'est parfois il y a des synesthésies acoustico-visuelles qui se créent, c'est-à-dire au bout d'un moment le cerveau il va plus donner la distinction entre si c'est la musique qui crée les images ou si c'est les images qui créent la musique. Et du coup, c'est aussi une expérience du monde intérieur incroyable de sentir un mélange entre le son et la lumière, et de plus savoir qui fait quoi. C'est assez hypnotisant, en fait. C'est aussi pour ça que cette lampe s'appelle la lampe psychédélique, parce qu'en fait, elle crée un champ visuel, des fois kaléidoscopique, assez important, comme parfois le LSD peut le faire. D'où le terme lampe psychédélique pour ces visions, ces formes kaléidoscopiques qui peuvent se créer, pas chez tout le monde, mais ça arrive. Donc c'est vrai qu'elle a une propension à faire ça, plus avec un bain sonore, avec la musique vibratoire, que je fais donc de manière spontanée, en direct, hein, donc je crée un concert par-dessus, qui change, musique live, donc en direct. Ben, cette conjonction, c'est vraiment une expérience inédite et assez puissante. Donc ça, c'est une des choses aussi que je propose chez moi, à la Maison Maillardeau, ou bien aussi des fois à l'orée de certains congrès de médecine sur la médecine psychédélique.